Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Metro News. À la une de ce soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies et les autorités nationales confirment le début des opérations de la force de répression des gangs sur le territoire haïtien à compter du 1er avril 2026. Le représentant spécial Jack Christofides a souligné que ce déploiement vise à rétablir durablement l'autorité de l'État et à stabiliser le climat sécuritaire en vue des prochaines échéances électorales. Les réactions se poursuivent après la volatilité des prix du pétrole sur le marché international, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. L'économiste William Savary estime qu'il existe des solutions pour éviter un choc pétrolier en Haïti. Il appelle les autorités à prendre des mesures afin d'empêcher une hausse excessive des prix du carburant sur le marché haïtien, à raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Également à la une de ce soir, des étudiants de la faculté de médecine expriment leur ras-le-bol face à la fermeture de l'hôpital général depuis février 2024. Ils soulignent que malgré la relocalisation de certains bâtiments de l'État à Pétionville, rien de concret n'a encore été fait pour le plus grand centre hospitalier du pays. 2 ans après sa fermeture, l'hôpital reste dysfonctionnel. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et les autorités nationales confirment le début des opérations de la force de répression des gangs sur le territoire haïtien à compter du 1er avril 2026. Cette nouvelle mission, qui succède à la mission multinationale d'appui à la sécurité, marque une transition vers un mandat plus robuste sous l'égide de l'ONU. La FRG dispose d'une autorisation spécifique pour mener des interventions ciblées visant à neutraliser les groupes armés et à reprendre le contrôle des infrastructures stratégiques. Point clé du déploiement, un premier contingent est attendu début avril, s'inscrivant dans un objectif global de 7 500 agents de sécurité issus de 18 pays contributeurs. Les opérations seront coordonnées par le Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, en appui direct à la police nationale d'Haïti. La sécurisation des axes routiers nationaux et la protection des couloirs humanitaires constituent les premières étapes de ce plan d'action. Le représentant spécial, Jack Christofides, a souligné que ce déploiement vise à rétablir durablement l'autorité de l'État et à stabiliser le climat sécuritaire en vue des prochaines échéances électorales. Le principal observateur des Nations Unies chargé des droits de l'homme en Haïti se dit toujours préoccupé par la réalité quotidienne à laquelle sont confrontés les Haïtiens, même si une récente visite dans ce pays en proie à l'instabilité a révélé quelques lueurs d'espoir dans la capitale où sévissent les gangs. Au cours de son récent voyage de 10 jours, William O'Neill a déclaré avoir constaté des signes de libération de certains territoires du contrôle des gangs, ainsi qu'une présence policière plus motivée et plus visible. Il existe quelques zones où les gangs ont été chassés, mais elles sont très petites, a-t-il déclaré. Il n'est pas certain que la police puisse contrôler ces zones. Toujours dans ce chapitre, la police nationale d'Haïti a procédé à la saisie le samedi 14 mars 2026 de 74 kilos de paille sèche de marijuana au domicile de Gérard Philéus à Morne-Fort. Une partie de la substance a été dissimulée dans un sac à l'intérieur d'un véhicule de marque Nissan Xterra de couleur noire appartenant au suspect, tandis que l'autre partie a été découverte à l'intérieur de sa résidence. Le présumé trafiquant a pris la fuite. Selon la PNH, la cargaison et le véhicule ont été remis à la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS pour la suite de la procédure judiciaire. Dans un tout autre registre, la guerre au Moyen-Orient perturbe le fonctionnement du détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite près de 20% de la consommation mondiale de pétrole. Cette situation entraîne déjà une certaine volatilité des prix sur le marché international, avec des risques d'aggravation si le conflit se prolonge. Dans ce contexte, Haïti peut-elle être épargnée par une éventuelle hausse des prix des produits pétroliers ou faut-il s'attendre aux premières répercussions sur le marché local? Pour en parler, nous avons
Via Zoom, l'économiste Kessner Farrell. Économiste Kessner Farrell, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à Metro News. Merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être avec vous, mes amis. Au cœur de l'actualité mondiale depuis quelques jours, la guerre au Moyen-Orient. Mais un point particulièrement inquiétant, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz, où transite d'ailleurs près de 20% de la consommation mondiale du pétrole. Une situation qui a déjà entraîné une certaine volatilité du prix du pétrole sur le marché international. Économiste Kessner Farrell, nous allons particulièrement aborder la question par rapport à Haïti. À quel point justement cette crise peut se traduire par une hausse des prix du pétrole en Haïti? Il faudra peut-être remonter un petit peu l'histoire, car ça remonte à 1973. C'est la première fois que dans cette zone qu'il y avait eu une attaque de l'Égypte et de la Syrie sur l'Israël. Depuis lors, le prix du baril de pétrole qui valait 3 dollars américains passait à 12 dollars américains. Par la suite, on a connu plusieurs chocs pétroliers, que ce soit à la fin des années 70 et récemment, si on se rappelle très bien, en 2022, lorsqu'il y a eu l'invasion de la Russie au niveau de l'Ukraine. Donc, tout ceci a provoqué des chocs pétroliers extrêmement importants. Et Haïti, on a subi de façon continue, on n'a pas pris la leçon, puisqu'en général, on n'a pas su diversifier notre demande pour le pétrole, et c'est ainsi que ça pose un grand problème pour Haïti pour le moment. Vous venez de le dire, que le détroit d'Ormuz, c'est un espace stratégique. L'Iran s'était préparé pour créer cette situation, parce que l'Iran avait toujours dit qu'ils allaient ouvrir les portes de l'enfer, et c'est ainsi qu'ils sont en train d'attaquer même je pourrais dire, ceux qui habitent dans la même zone, particulièrement les Arabes, que ce soit le Koweït, on pourrait dire même l'Irak a subi des chocs en ce sens, donc, et le détroit qui possède aujourd'hui la chaîne d'approvisionnement, puisqu'on produit beaucoup de pétrole dans la zone, mais il faut déplacer le pétrole. Donc la chaîne d'approvisionnement pose problème, et c'est ainsi le prix du baril a même franchi la barre de 100 dollars américains récemment, et ceci pose problème pas seulement pour les pays les plus avancés, mais les petits pays importateurs comme Haïti. C'est un choc énorme pour Haïti, surtout avec la situation que nous vivons ces derniers temps. Alors, vous avez dit lors de votre réponse que l'Iran, justement, a toujours voulu ouvrir les portes de l'enfer. Certes, nous savons que l'Iran, depuis 2011, faisait des menaces en ce sens, mais est-ce réellement l'Iran qui les a ouverts? N'est-ce pas les États-Unis? C'est l'Iran qui a dit que le jour qu'on attaquait, il va ouvrir les portes de l'enfer. Il n'a pas provoqué la guerre, mais l'Iran s'était préparé, et surtout l'espace qui est contrôlé par l'Iran dans cette zone. Il y a une île qui produit également près de 90% du pétrole iranien, et tous les pays voisins, parce que la zone est dominée par le pétrole et cette énergie. Et il faut également ajouter le gaz naturel, sans oublier les engrais. Donc ça veut dire que c'est des réserves des ressources naturelles extrêmement importantes pour le reste de la planète. Peut-être pas pour les États-Unis, mais pour les pays asiatiques comme la Chine. 55% du pétrole de la Chine provient de l'Iran. Et comme vous savez, la Chine est actuellement l'une des deux plus grandes économies de la planète. Donc lorsque le pétrole, les prix augmentent, ça provoque de l'inflation dans plusieurs pays du monde. Et là, les États-Unis ne sont pas exempts de ça, parce qu'ils importent beaucoup également de la Chine et d'autres pays en quelque sorte. D'accord, nous allons revenir sur Haïti. Selon certains économistes, Haïti dispose aujourd'hui des moyens, des mécanismes pour amortir un certain choc pétrolier. Est-ce également votre avis, M. Farrell? Bon, les chiffres ne le montrent pas, puisque nous dépendons considérablement du pétrole, et que ce soit pour le transport, et lorsqu'on parle de transport, on parle également de la chaîne d'approvisionnement locale pour les produits alimentaires. Donc, lorsque le prix du baril augmente sur le marché international, il y a une augmentation des importations haïtiennes. Et lorsque les importations augmentent, ça va provoquer ce qu'on appelle l'inflation importée. Il ne faut pas oublier non plus que les finances publiques seront affectées, puisque le gouvernement, dans le budget actuel, à savoir qui est dans l'exercice actuel en application, et le gouvernement a prévu près de 35 milliards de gouttes de recettes pétrolières. Ça fait à peu près 15% des ressources domestiques du pays. Donc, si on prend à peu près 3 milliards de gouttes et approximativement de recettes pétrolières mensuelles pour le gouvernement, qu'est-ce que ça représente?
si on retire de octobre jusqu'à cette période, à savoir février, puisque l'événement a eu lieu le 28 février, donc le gouvernement a pu quand même collecter 3 fois 5, 15, près de 15 milliards de gouttes. Maintenant, il reste à peu près 7 mois pour l'exercice fiscal, donc il y aura un manque à gagner important si le prix du baril reste au niveau aussi élevé à plus de 100 dollars américains. Sachez que lorsque le gouvernement a fait son budget de 345 milliards de gouttes, et avec les 35 milliards de gouttes de recettes pétrolières, on n'avait pas prévu un baril à plus de 100 dollars américains. Ce qui voudra dire qu'il va y avoir des pertes ou encore le manque à gagner pour le gouvernement avec cette augmentation du prix considérable du pétrole sur le marché mondial. Est-ce qu'il y a un moyen d'anticiper cet effet domino, puisque vous l'avez évoqué, puisqu'il s'agit d'un produit transversal, donc le coût de la vie, des produits de première nécessité va forcément être augmenté. Est-ce qu'il y a un moyen d'anticiper cet effet domino en Haïti? C'est extrêmement difficile puisque nous importons le pétrole pour nos activités, pas simplement pour le transport, et avec PELIC qui ne fonctionne pas, l'hydroélectrique. Donc ça veut dire pour que l'EDH puisse donner l'électricité, on a besoin de beaucoup plus de pétrole. On dépend considérablement de ces produits pétroliers pour nos activités. Donc je vois difficilement comment on pourrait compenser tout cela. Ça arrive à un très mauvais moment puisque en octobre dernier, on a eu un taux d'inflation très très élevé à 35,1%. Il y a une tendance extrêmement intéressante pendant les derniers mois. Le taux d'inflation est passé de 35% à 25,1% en janvier 2026. Donc, vous imaginez près de 10 points de contraction au niveau je pourrais dire, du taux d'inflation. Donc, le pouvoir d'achat a connu une certaine résurgence. Donc, avec cette situation, on va retrouver une augmentation du taux d'inflation pour les prochains mois. On doit rappeler qu'en février 2025, le taux d'inflation était à 37,5%. Donc, il y a de fortes chances, une forte probabilité que l'on se retrouve avec un taux d'inflation se rapprochant du niveau de 40%. Si la guerre devrait continuer pendant les prochains mois, si le prix du baril de pétrole devrait être à un niveau supérieur à 100 dollars américains. En tout cas, le niveau de 40%, c'est un niveau possible et qu'il faudra mettre dans le viseur. Et en Haïti, nous disposons de combien de temps selon vous? C'est-à-dire afin qu'on puisse vraiment ressentir cet effet dont nous parlons? Malheureusement, nous n'avons pas des réserves comme ça se fait dans les pays les plus avancés. Vous avez entendu qu'il y a près de 400 millions de barils de pétrole qui ont été relâchés à partir des réserves des pays les plus avancés. Mais en Haïti, ce n'est pas notre culture, à savoir nous vivons au jour le jour. Donc, je pourrais dire, le gouvernement se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Je crois qu'il devait y avoir cette semaine une réunion au plus haut niveau du Conseil des ministres pour discuter de tout cela. Donc, le gouvernement aura un choix à faire. Est-ce qu'ils vont maintenir le prix à la pompe comme c'est le cas pour le moment? Si c'est le cas, il va y avoir un choc au niveau des finances publiques. Donc, je parlais tantôt de 35 milliards de gouttes de recettes pétrolières qui ne seront pas au rendez-vous, mais le gouvernement aura à subventionner le pétrole, car le fait de maintenir au même niveau, ça voudra dire qu'il faudra subventionner, et les subventions ne sont pas toujours à l'avantage des personnes les plus pauvres, mais je pourrais dire c'est un avantage que vous offrez aux personnes les plus riches qui paient à un prix beaucoup plus intéressant, et ça va avoir des impacts, des choix budgétaires difficiles, que ce soit pour l'éducation, la santé et particulièrement pour la sécurité. Récemment, le gouvernement parlait de budget rectificatif, mais c'était avant le 28 février. Le budget rectificatif qu'on va mettre en place, si le gouvernement devrait provoquer une modification, ce serait une contraction, ce serait un peu l'austérité et qu'on va se retrouver d'ici quelques semaines si la guerre est maintenue du côté de l'Iran. D'ici quelques semaines. Et comme dernière question économiste, comment la population devrait réagir par rapport à tout cela selon vous? La population se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Elle respirait un petit peu avec la baisse du taux d'inflation qui est passé de 35% à 25%. Donc, on se retrouve dans une situation très, très difficile. Les gens doivent se déplacer. Et comme on parle d'inflation, le budget d'une famille moyenne en Haïti est dominé en général par la nourriture, surtout dans les pays pauvres comme Haïti. Ça fait plus de 50% du budget. Et
le déplacement, la mobilité, à savoir le transport. Donc, à 15%. Donc, ce qui ferait 65%, je pourrais dire, comme poids au niveau d'un budget de la famille. Donc, si le prix du carburant est modifié par le gouvernement, il ne faut pas retirer cette possibilité, il y aura des choix à faire, eh bien, les familles vont avoir un pouvoir d'achat encore beaucoup plus faible. Donc, la pauvreté, l'extrême pauvreté, la misère, voilà vraiment toute la chaîne qui n'est pas trop intéressante pour les familles haïtiennes. Donc, le gouvernement se retrouve dans un véritable dilemme. Conserver les prix à la pompe, ça ne voudrait pas dire que vous n'allez pas subir l'inflation, parce que au niveau importation, le phénomène d'inflation importée va apparaître. Mais si vous ne conservez pas vos variés à la hausse, juste un petit rappel, 2018, le gouvernement de Jovenel Moïse avait provoqué une variation des prix à la pompe. Je me rappelle très bien, après un match Brésil-Belgique, qu'est-ce que ça avait provoqué? C'était le premier locre. Et vous vous rappelez également, en 2022, Ariel Henry, Premier ministre, allait connaître la même expérience en modifiant les prix à la pompe, ce qui a été maintenu jusqu'à aujourd'hui. Et vous vous rappelez très bien, c'était le lot numéro 2. En effet. Ceci, ce n'est pas des choses intéressantes, mais... Mais dans ce cas, on a l'impression que les autorités ne peuvent pas faire grand-chose dans ce cas précis, malheureusement. C'est pas facile, c'est pas facile. Quand ça va avoir des répercussions socio-économiques, ne pas le faire, c'est un problème. Le faire, c'est un autre problème. Donc, comme vous le savez très bien, le audio cigarette là, il lui met dans deux bouts. Et ce n'est pas la meilleure situation pour le pays en ce moment, avec des chocs internes aussi intenses. Tout ce que vous avez, on a oublié de le dire également, parce que c'est un produit très taxé. Et pour déplacer les produits pétroliers, on le sait bien, vous avez donné les nouvelles régulièrement. Vous savez, il y a le péage qu'il faudra payer aux gangs. Donc, vous voyez toutes ces taxes qui sont là. Donc, c'est vraiment, selon le marécage que nous mettons tête nous là, avec ça qui a passé au niveau international. Merci infiniment à vous, économiste Kessner Farel. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Ça a été un plaisir. Merci encore. Merci bien. Voilà donc l'analyse de l'économiste Kessner Farel. Il était notre invité ce soir. Avec lui, on abordait l'une des principales conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Merci de votre fidélité à Metro News. Toujours dans ce chapitre, l'économiste William Savary estime qu'il existe des solutions pour éviter un choc pétrolier en Haïti, du fait de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a appelé les autorités à prendre des décisions pour empêcher une hausse extrême des prix du carburant sur le marché haïtien. Des techniques existent, assure-t-il. Écoutons l'économiste William Savary. Non, Haïti, il y a deux bagages qu'il est capable de faire. Ouais. Il est capable, par exemple, nous avons évoqué ça la dernière fois, nous parlions sur question pétrole. Il y a un bagage qui est fait en Afrique. Par exemple, il y a un pays en Afrique qui a pétrole, mais qui n'a pas de raffinerie. Ça que vous faites, vous voyez pétrole, dans l'autre pays qui a une raffinerie. Pays en raffiné pour eux, et puis il y aura rapatrié produits raffinés. Par exemple, Libye fait ça avec l'Italie. Nigérie, fait ça avec l'Angleterre. Il était qu'on fait ça aussi avec l'Italie. La Sénégal était qu'on fait ça avec la France. Donc, maintenant, Haïti était capable de mettre un barrage comme ça en vigueur. Maintenant, Haïti pas gain puits pétrole. Mais par contre, Haïti était capable d'acheter pétrole brut. Et puis, il voyait le raffiner de l'autre côté. Et puis, qu'on y est là, il rapatrier produits raffinés. Il était capable effectivement de Haïti, or, en général, dans l'esprit, l'ordre dit Haïti, ou l'État, ou le gouvernement, or, c'est le privé qui place la commande, je dis. Comment ça est capable de faire? Oui, les places les commandes pour l'État. Maintenant, l'aime du Haïti, parce que le conseil de décision qui est capable de prendre, privé n'a pas gagné assez répondant pour le faire. Donc, il faut que l'État soit capable de lever camper. Porter appui financier privé en besoin pour faire. Parce que ce sont des qui va faire ce qu'on appelle partnership public-private partnership, côté que l'État joue un rôle, il peut jouer un rôle actif, renforcer le secteur privé, pour le secteur privé prendre des décisions qui sont favorables à la nation. Côté que il y a des renforcer avec des directives. Vous comprenez, il n'est pas seulement l'argent, il bat l'argent avec des conditions, mais ça ne peut pas le faire avec l'argent. Donc ça, c'est fonction de l'État.
Donc, lorsque le privé n'a pas assez de capitaux, il faut l'État capable de lever camper pour dire, bon, m'a incentiver un secteur privé moins pour les mieux performants. Donc, c'est pas aucune loi, pas aucune théorie économique, pas personne qui dit ça pas possible. Autre dossier, le mouvement unifié des transporteurs haïtiens continue de tirer la sonnette d'alarme sur la situation des transporteurs qui subissent le poids de l'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, ainsi que sur les routes nationales. Selon Duclos Bénissois, coordonnateur de la structure, le contrôle des routes départementales par les bandits paralyse le trafic terrestre et l'économie régionale au profit des transports maritimes et aériens. Le syndicaliste dénonce le laxisme des dirigeants qui, dit-il, travaillent au profit des grands transportateurs. Il enjoint les autorités à rouvrir les routes, notamment pour faciliter le processus électoral, tout en montrant l'intérêt de son secteur pour les scrutins. Écoutons les propos du syndicaliste Duclos Bénissois. Le débat de conférence de presse en 2024, là, nous avons parlé de 3 ans, à peu près, côté route sud a été complètement bloquée. Duclos Bénissois, du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, n'y va pas par 4 chemins. Il attaque de plein fouet les grands transporteurs qui tirent profit du blocage des routes nationales en raison de la violence des gangs dans la capitale. Il y a un secteur économique bien disposé qui a fait l'argent. Parce que là, on fait bateau passer sous la mer. Tout ça, mon beauté. Pour d'autres machines, il y a chargé entre 1 500 et 3 000 dollars américains. Moun sa pas besoin de la débloquer. On a seul moun qui t'a pour faire, c'est moun qui représente dans le gouvernement. Malheureusement, le gouvernement c'est au profit des moun qui travaillent. L'on secteur fait 54 millions de dollars américains chaque mois. Non, sur la mer, il n'y a pas d'intérêt pour débloquer. Les 2 principales routes nationales qui relient la capitale au reste du pays sont contrôlées par les bandits depuis plusieurs années. Jusqu'ici, rien n'a été fait pour changer cet état de fait, malgré les promesses des autorités. Devant cette situation, une question demeure pendante. S'achemine-t-on vers l'organisation d'élections dans ce climat délétère? La reprise du trafic sur ces routes stratégiques permettrait une meilleure fluidité dans la tenue des élections, fait remarquer le syndicaliste. Ce n'est pas une inquiétude que nous gagnons, au contraire. Nous avons encouragé ça. Parce que le processus est en branle. Mais nous connaissons tout. Si grand axe ouvert, ça permet que le déplacement fait beaucoup plus rapide, nous sommes beaucoup plus contents. Ou imaginons, les gens qui sont en province aujourd'hui, ils vivent la vie chez la pire que ou même avec qui peut être dans Port-au-Prince. Comment? On dit, il achète une gazeuse Port-au-Prince, il faut mettre sous bateau. Ou achète une gazeuse Port-au-Prince, ça 50 gouttes. L'arrivée en province, c'est 150 gouttes devant nous. Pour que ça, ils doivent payer bandits, ils payer bateau, tout ça. Mais si il y a une route qui ouvre, pas dans ça. Si il y a une route qui ouvre, le chauffeur pour transporter. Il est capable au moins d'occuper. Duclos Bénissois n'est pas le seul à s'inquiéter de la dégradation de la situation des transports publics mis à mal par les criminels. Le responsable de SOS Transport Fédéré d'Haïti, Deplamanis, s'inquiète quant à lui de la tournure prise par le trafic entre la route de l'aéroport et Delma. Il dénonce le racket des chauffeurs du bas de Delma par certains agents de la police nationale afin de pouvoir conserver une place dans une gare improvisée à Delma 33. Pendant la mairie, pas courir derrière nous, messieurs, dames, chaque jour, ils prennent station comme un business pour eux. Je dis, c'est capable, nous pas capable encore qui fait nous prend la presse pour nous dénoncer ça, messieurs, dames, service routier, ça va faire. Deplamanis appelle les chauffeurs à regagner leur gare principale au carrefour de l'aéroport, une zone autrefois contrôlée par les criminels où désormais la vie tend à reprendre. Malgré une présence policière constante, le grand vacarme du trafic habituel tarde à se faire entendre. Des acteurs de la société civile se démarquent de l'Assemblée des signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, signé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, des partis politiques et la société civile. L'Assemblée des signataires, érigée en organe de contrôle des actions du gouvernement, a été fustigée par plusieurs acteurs, dont Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre, à Marie-Joseph Noël de la société civile haïtienne ainsi que Ginette Mathurin-Pérodin du Rassemblement citoyen. Ces personnalités non signataires du pacte de gouvernance dénoncent ce qu'elles appellent
Un comportement de juge et partie de la part des signataires. Elle critique également la mainmise des politiques sur des pans entiers de l'administration publique, alors que ces derniers se préparent pour les élections. Suivez tour à tour les propos de Jean-Robert Argan et Ginette Mathurin-Pérodin. Il faudrait avoir une instance neutre, une chambre de contrôle, et c'est ça la différence avec l'autre, et c'est ce point-là que nous voulions faire. Cette chambre de contrôle elle-même serait d'abord, c'est des mondes qui, notamment des personnalités de société civile, qui ne sont pas politiquement inclus, qui ne sont pas politiquement en dedans du gouvernement, etc., qui peut faire de façon qu'il y ait une neutralité qu'il a. Donc, à ce moment-là, de façon que l'homme a fait, il fait pour la gestion du pays. Ce n'est pas intérêt personnel qu'il a fait, c'est le pays qui est concerné. Et c'est le cas de ça que nous disons qu'il faut nous renforcer ça et nous penser qu'il faut nous appuyer sur notre ça de façon que l'État comprenne jusqu'à présent. Il y en a donc qui s'est élu. Tout a joué dans l'État, ou bien c'est des gens qui imposaient la position qu'il y a là, mais il n'y a rien de matrice population qui la donne. Maintenant, on nous protège l'avenir, nous, parce que notre avenir est en jeu. Nous perdons de plus en plus, non seulement le territoire qu'on a perdu, mais on a perdu peut-être presque là, parce que la souveraineté déjà vraiment écorché énormément. Il nous faut reprendre nos choses, parce qu'il faut pouvoir décider, nous autres, de l'avenir de notre pays. Nous devons pouvoir le faire. Nous avons les compétences, nous avons les capacités au niveau local, au niveau de la diaspora, de monde qui est capable de gérer. Et nous te dit un bagage qui était important tout, nous te dit c'est pour politiciens qui ont besoin d'aller dans l'élection, c'est pour eux pas rentrer dans le gouvernement, pour y préparer l'élection, préparer tête, préparer programme, pour être capable de dire population, mais qui ça offrir. Et nous voyons que non pas gouvernement proposé et que pas quelques politiciens c'est pas ça qui dit là-dedans. D'accord? Deuxièmement, nous te dit il faut que nous organiser la société civile là pour que la société civile là vienne fort, OK? Pour le capable et servir de observatoire qui est important que nous te relais en assemblée multisectorielle. D'accord? Nous est assemblée créé dans le gouvernement, mais nous voyons que c'est même parti politique qui n'ont même pouvoir, c'est eux-mêmes qui n'ont même assemblée à tout. Donc, nous pas qu'à juge et parti à la fois. Pour refermer cette édition, des étudiants de la faculté de médecine expriment leur ras-le-bol par rapport à la fermeture de l'hôpital général depuis février 2024. Alors que certains bâtiments étatiques ont été relocalisés à Pétionville, ont-ils souligné, rien n'est encore fait pour le plus grand centre hospitalier du pays. Malgré les annonces faites par le ministre de la Santé publique, Bertrand Sinal, en ce qui concerne les avancées pour la relocalisation de l'hôpital général, les étudiants entendent entamer un mouvement de protestation pour faire entendre leurs cris. 2 ans depuis, l'hôpital est dysfonctionnel, cela ne peut plus durer, insistent les étudiants, affirmant que c'est la population qui en paie le prix fort. Suivez ce reportage signé Rodolphe Fierluy. Des étudiants en médecine expriment leur ras-le-bol par rapport à la fermeture de l'hôpital général depuis février 2024 et jusqu'ici, aucune démarche n'a abouti à la reprise des activités médicales. L'hôpital général pas qu'attendre. La vie pas qu'attendre. Maman et papa petit pas qu'attendre. Chauffeur moto yo pas qu'attendre. Policier yo pas qu'attendre. N'a demandé l'autorité yo. Bah nous l'hôpital général sans perdre de temps. Ils sont environ une dizaine, 3 qui ont pris la parole et les autres éparpillés dans la salle où se tient la conférence. Tous parlent le même langage. Soins santé, l'État doit nous ça et les garantit par la Constitution. Nous demandons nous pour nous capables de rejoindre nous demain matin devant rectorat Université l'État. Pour nous demander l'État haïtien, qui ça l'a fait avec maladie, qui ça l'a fait avec PIA, qui ça l'a fait avec l'hôpital général.
2 institutions ont été relogées à Pétionville. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense ces derniers jours ont souligné les étudiants alors que le plus grand centre hospitalier du pays est dysfonctionnel. Malgré les dispositions annoncées par le ministre Bertrand Sinal, ont-ils fait savoir. Pour le montrer, c'est pas au prince li fait, pour le dire, c'est l'hôpital général, maman t'est accouché. Une structure comme ça, li représente un pile bagaille pour mémoire nous en tant que nation. Problème l'hôpital général là, c'est pas problème résident, c'est pas problème étudiant dans médecine, c'est pas problème étudiant dans l'université de l'État seulement. C'est problème tout haïtien à la Ronde Badet. La tentative pour rouvrir l'hôpital général laisse un mauvais souvenir. 2 journalistes en sont sortis victimes en décembre 2024. Il est évident que nos relocalisations est la meilleure option de la vie des étudiants, mais quand, c'est la question qui préoccupe, au point qu'ils entendent organiser ce mercredi un mouvement de protestation qui partira devant le rectorat pour aboutir à l'entrée de la primature. Fin de cette édition de Métro News, le rappel des principaux titres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et les autorités nationales confirment le début des opérations de la force de répression des gangs sur le territoire haïtien à compter du 1er avril 2026. Le représentant spécial Jack Christofides a souligné que ce déploiement vise à rétablir durablement l'autorité de l'État et à stabiliser le climat sécuritaire en vue des prochaines échéances électorales. Les réactions se poursuivent après la volatilité des prix du pétrole sur le marché international, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. L'économiste William Savary estime qu'il existe des solutions pour éviter un choc pétrolier en Haïti. Il appelle les autorités à prendre des mesures afin d'empêcher une hausse excessive des prix du carburant sur le marché haïtien, à raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Puis des étudiants de la faculté de médecine expriment leur ras-le-bol face à la fermeture de l'hôpital général depuis février 2024. Ils soulignent que malgré la relocalisation de certains bâtiments de l'État Pétionville, rien de concret n'a encore été fait pour le plus grand centre hospitalier du pays. 2 ans après sa fermeture, l'hôpital reste dysfonctionnel. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.